soleil généreux, des températures quasi estivales. Très belle soirée sur France 3. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 19-20, une heure d'information internationale, nationale et régionale. Voici les principaux titres que nous allons développer. À la Ravoire, en Savoie, toujours pas de solution pour les gens du voyage. L'aire de grand passage annoncée pour la mi-juin n'est pas encore prête. Résultat, 80 familles se sont installées sur le stade de rugby de la ville. C'est reparti pour les aventures du robot Philae. Il n'avait plus donné de nouvelles depuis novembre. Grâce au soleil, il a repris des forces et va pouvoir repartir explorer la comète Chury. Une excellente nouvelle pour Włodek Kaufmann, responsable de l'un des instruments à bord. Le scientifique grenoblois est notre invité. Et puis c'est un peu le festival de Cannes du dessin animé, coup d'envoi du festival international du film d'animation à Annecy. Nous serons en direct tout à l'heure avec Ingrid Pernet-Duparc. À 19h30, vous retrouverez Carole Gessler pour l'édition nationale. 2 titres principaux ce soir. La basilique Saint-Donatien de Nantes, en partie détruite par un spectaculaire incendie. Les flammes ont ravagé les 3/4 du toit. Un accident sans doute lié à des travaux de réfection. Et puis le premier jour du salon du Bourget et déjà 20 milliards de dollars de commandes. Boeing et Airbus se lancent dans une course à l'innovation pour construire des avions plus légers et moins gourmands en carburant. Mais avant de développer tous ces titres, cette alerte au virus Ebola à Grenoble. Un périmètre de sécurité a été mis en place la nuit dernière à la gare après la découverte d'une forte fièvre et de symptômes grippaux chez un voyageur. L'homme en attente de statut de réfugié a finalement été transféré à Lyon. Les explications de Jean-Christophe Pain. C'est ici que vers 2 h du matin, un homme âgé d'une vingtaine d'années ayant séjourné en Afrique de l'Ouest a ressenti les symptômes d'une grippe carabinée. Il a aussitôt appelé les pompiers qui l'ont dirigé, comme c'est la règle en pareil cas, vers la police et le SAMU. Le SAMU l'a transporté au CHU de Grenoble, dans le service des maladies infectieuses. Il a été examiné derrière cette porte dans une chambre spécialement isolée. Ce n'est pas quelqu'un qui était dans une expression clinique grave. Donc on était tout à fait serein de ce point de vue-là et très tranquille. C'est-à-dire, le malade ne courait aucun risque. La seule chose qui rendait la chose un petit peu exceptionnelle, c'était effectivement la possibilité qu'il ait été contaminé dans son parcours en Afrique. Ce qui attire l'attention et ce qui fait prendre les précautions, c'est la provenance de la personne. 3 autres personnes suspectées d'Ebola ont déjà été examinées dans son service. Au total, en France, dans les 9 derniers mois, l'Institut de veille sanitaire a recensé 675 signalements pour 0 cas avérés. Mais en Afrique, l'épidémie persiste. Pour Jean-Paul Stahl, la surveillance doit continuer. Quand on entend Ebola est fini, c'est faux. C'est faux. J'ai des connexions très directes avec les gens qui sont sur le terrain et qui attestent que ça n'est pas fini, loin de là, loin de là. Le patient grenoblois a été transféré dans la journée à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. C'est le seul habilité en Rhône-Alpes à tester et valider les suspicions d'Ebola. Son diagnostic sera connu dans les 48 heures. Et on apprend à l'instant que les premières analyses effectuées à Lyon sont négatives sur ce patient. Pas de maladie Ebola donc détectée. Cette information à découvrir sur notre site internet. La grosse frayeur dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble. Des enfants qui jouaient dans un parc hier ont découvert un pistolet chargé dans un buisson. En le manipulant, des coups de feu sont partis. Tous les détails sur alpe.france3.fr. Avec l'arrivée de l'été débutent les missions évangéliques et avec elles, les campements illicites. Hier soir à la Ravoire, en Savoie, 80 familles se sont installées sur le stade du rugby. Il faut dire que l'aire de grand passage la plus proche, à Vauglan, était occupée et que celle de la Ravoire, annoncée pourtant pour la mi-juin, n'est pas encore prête. Céline Aubert, Dominique Bourget. Le stade de rugby de la Ravoire, un spot bien connu des gens du voyage. La veille au soir, 80 caravanes se sont installées ici, sans autorisation. Sans avis d'expulsion, cette mission évangéliste pourrait durer 15 jours. Chaque fois que c'est une installation comme ça, eh bien, c'est un coût pour la commune qui est énorme, donc pour le contribuable, pour tout le monde. Et je crois qu'il y a d'autres façons de faire. Déjà, de commencer par prévenir et de se contacter, de parler.
L'accueil des gens du voyage, un dossier sensible. La nouvelle équipe de Chambéry Métropole en a hérité l'année dernière. Pour se conformer à la loi, il manquait à l'agglo une seconde aire d'accueil. En très peu de temps, il a fallu trouver ce terrain entre la voie rapide et la voie ferrée. Vous voyez, même vous avec une voiture, vous ne pourrez pas rentrer dedans. Il faut que ce terrain soit aplani, que l'herbe est bien poussée. Il sera prêt que l'année prochaine, pas cette année. Cette année, il est impraticable. Problème, l'été, près de 3000 caravanes transitent sur le département. Impossible de les caser sur l'aire actuelle, celle de Vauglan. Dans ce groupe, des artisans itinérants. Parmi eux, Milo Delage, un porte-parole bien connu des médias. 25 ans qu'il vit en Savoie et il y a 5 ans encore, cette aire n'existait pas. Mais on ne proposait rien, donc on s'installait n'importe où, quoi, voilà. Et avec toutes les contraintes que ça fait, avec tout le stress que ça nous fait, avec toutes les procédures qu'il y a contre nous, parce qu'il faut en réagir à chaque fois pour demander simplement que la loi soit respectée. Oui. Donc tout le monde y perdait dans ce cas-là. Hein. Tandis que maintenant qu'il y a un terrain qui est prévu à cet effet, on n'a aucune raison de s'installer sur des stades ou dans un parc ou sur un autre terrain, un endroit de la commune, puisque le terrain convient aux besoins. Oui. Il y a quelques jours, le projet de loi sur le statut des gens du voyage a été voté à l'Assemblée. Pour ces Français itinérants, c'est historique. Ils deviennent des citoyens à part entière. Avec cette loi, les communes et les intercommunalités qui ne se conforment pas à la loi seront verbalisées. Près de la moitié serait dans ce cas en France. Et dans le sud de Grenoble, c'est un autre camp qui est régulièrement dans l'actualité, celui situé juste à côté du centre commercial Grand Place. Le maire de la ville a annoncé son prochain démantèlement. En ce moment, plusieurs associations manifestent. Vous découvrez les images tournées il y a tout juste quelques minutes. Ces associations réclament qu'une solution de relogement soit trouvée pour chaque famille avant tout démantèlement. On écoute l'un des manifestants. Ce qu'on attend, c'est effectivement que ce démantèlement, s'il doit avoir lieu, soit pas un démantèlement sec, mais un démantèlement, c'est pas un démantèlement, c'est une concertation avec les habitants pour aller dans un endroit où ils peuvent continuer la scolarité des enfants, où ils sont dans des conditions où ils peuvent tout simplement faire la cuisine, ce qui est loin d'être le cas quand il y a un démantèlement. Cette question à présent, peut-on encore sauver la papeterie de Charavine? Élus et salariés ont rendez-vous demain matin au ministère de l'économie. Ils espèrent que l'État soutiendra le principal repreneur déclaré. Si rien ne se passe d'ici fin juin, le site qui emploie encore 185 personnes est condamné. Nicolas Danco. Depuis plus d'un an, élus et syndicats se mobilisent sur le site de Charavine pour sauver l'entreprise. Depuis avril 2014 exactement, quand l'État, via la Banque publique d'investissement, a avalisé le projet de restructuration du groupe Secana, aboutissant à délocaliser la production de ce site en Écosse à compter de fin juin 2015. Une menace pour les 185 salariés de l'usine qui fabriquent en moyenne 20 000 tonnes de papier par an. Une production haut de gamme, très technique, destinée majoritairement à l'exportation. Il y a un an, l'État pilotait un comité de suivi du processus de recherche de repreneurs. La clause de non-concurrence exigée par Arjo Higgins a été levée pour se donner plus de marge de manœuvre, tandis que les ouvriers demandaient aux collectivités d'exercer leur droit de préemption pour acheter l'usine. En juillet dernier, le directeur général de Secana s'était même rendu à la préfecture de l'Isère, mais les propositions de la direction, qui portaient sur le congé de reclassement et les primes supraconventionnelles, n'ont pas rassuré loin de là les syndicats et le personnel, le tout dans une ambiance tendue. 4 membres de la direction ont même été bloqués sur place jusqu'à ce que des négociations soient trouvées sur le volet social du plan de sauvegarde de l'emploi, sans régler pour autant le problème de fond. Désormais, le temps presse, les élus de Charavine souhaitent que l'État et la BPI se mobilisent clairement autour d'un projet de reprise et notamment celui fondé sur un nouveau procédé développé par le Centre technique du papier de Grenoble. Il permettrait de produire des papiers alimentaires recyclables, imperméables à l'eau et aux graisses, pour remplacer le plastique ou la résine fluorée. Et une réunion d'information destinée à la population est organisée ce soir à Charavine à partir de 20h30. On le croyait perdu sur la comète Tchouri à plusieurs millions de kilomètres de la Terre parce que privé de soleil et donc d'énergie. Le robot Philae s'est finalement réveillé ce week-end. On va en reparler dans un instant avec le chercheur grenoblois Wlodek Kaufmann. Avant cela, les toutes dernières informations avec Marianne Buisson. Après 7 mois de silence, Philae sort enfin de sa torpeur. Au Centre national d'études spatiales de Toulouse, on sabre le champagne. Les scientifiques viennent tout juste d'établir un second contact avec le robot. Même si ça a été très très court, seulement 2 minutes de communication, eh bien, on est bien content que Philae nous donne un signe de vie et que, voilà, il nous dit que tout va bien à bord. L'aventure va pouvoir continuer avec son lot de péripéties. Déjà le 12 novembre dernier, rien ne se passe comme prévu.
Après avoir rebondi 2 fois, Philae finit par se poser sur la comète Chury, mais entre 2 falaises. Pas assez de lumière, des températures trop basses, ses batteries solaires ne fonctionnent plus, Philae s'endort. Aujourd'hui, la comète se rapproche du Soleil et les rayons rechargent les batteries du robot. Enfin, il va pouvoir se remettre au travail. Comprendre l'évolution du système solaire, c'est tout le défi de la mission Rosetta et son robot Philae. Un voyage inédit dans les mystères de la création. Et le réveil du robot Philae, c'est bien sûr une excellente nouvelle pour le scientifique grenoblois Vladek Kaufmann qui travaille sur le projet dans les Alpes. Bonsoir Monsieur Kaufmann. Bonsoir. J'imagine que vous êtes ce soir un scientifique heureux. Oui, je suis très content et très heureux parce que bon, on a passé par des périodes pessimistes, optimistes et finalement ça marche. Est-ce qu'on s'attendait à ce réveil ou on pensait que c'était perdu? Non, on espérait le réveil, on s'attendait, mais bon, comme ça durait 6-7 mois, normalement on pensait que ça va se réveiller à partir du mois de fin mai. Donc on est à temps. En juin. Alors vous êtes l'un des responsables de l'un des instruments qui est à bord donc, du robot Philae. Il y a maintenant assez de lumière pour faire redémarrer ce robot. Dans quel état sont les instruments et notamment celui dont vous avez la charge? Bon, je ne peux pas répondre à cette question aujourd'hui parce que ça a duré que 2 minutes la communication. Donc on sait qu'il y a de l'énergie, c'est-à-dire la puissance reçue par le panneau solaire est suffisante, est grande, je dirais même. La température à l'intérieur de Philae est élevée, c'est-à-dire moins 35 degrés. Alors ça reste très froid, mais c'est suffisant pour faire redémarrer les panneaux solaires? Exactement, pas les panneaux solaires. Les limites de fonctionnement des instruments et de l'ordinateur étaient moins 45 degrés. Donc ça démarrait. Qu'est-ce qu'on attend maintenant des instruments? Qu'est-ce qu'ils vont mesurer? Il y a 11 instruments à bord de Philae. Nous allons mesurer les propriétés de la surface, la composition chimique de la surface, des gaz qui sont dégazés de la comète. Et avec Concert, nous allons faire les mesures, premièrement, des positionnements où se trouve exactement Philae. Et deuxièmement, nous allons faire des mesures à travers la comète pour continuer nos recherches sur la structure interne de la comète. Alors ça sert à quoi tout ça finalement? Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec cette mission? On cherche à comprendre en fait ce qui se trouve à l'origine de notre système solaire, c'est-à-dire les matériaux qui étaient à l'origine, la structure qui a été formée, parce qu'on sait que les comètes viennent d'un grand réservoir, où il y a beaucoup de comètes, et qui étaient au départ à l'origine de notre système solaire. Vous travaillez à Grenoble, vous êtes combien à travailler sur ce projet? Et qu'est-ce que vous allez faire concrètement là, dans les prochaines heures? Il s'est réveillé, maintenant c'est à vous de jouer, j'allais dire. Oui, nous sommes une dizaine de personnes en fait à Grenoble qui travaillent sur ce projet. Nous sommes en contact permanent avec les équipes qui réveillent, on peut dire, Philae. On va faire des tests des instruments, parce que ça, il faut les tester avant de faire démarrer. Deuxièmement, il y a aussi, actuellement, on recalcule l'orbite de la sonde pour se rapprocher plus près de la comète, pour pouvoir communiquer plus facilement et pour pouvoir organiser les expériences. Et encore beaucoup de travail. On va continuer, bien sûr, à suivre les aventures de robots Philae et les découvertes donc analysées par les chercheurs grenoblois. Merci, Vladek Kaufmann, d'être venu sur ce plateau. Merci. C'est le désherbant préféré des jardiniers, mais il est accusé de nuire à l'environnement. Le Roundup va peut-être bientôt disparaître des jardineries. C'est en tout cas le souhait de Ségolène Royal. Alors qu'en pensent les professionnels du jardinage, mais aussi les particuliers? C'est ce qu'ont cherché à savoir Renaud Gardette et Aurélie Massé. Le Roundup est encore là. Il occupe les 3/4 du rayon de cette jardinerie. Il est même placé en tête de gondole. Il faut dire que le produit est très demandé par la clientèle pour son efficacité. La voici mise en image par Monsanto qui fabrique le Roundup. Plus que le produit, c'est sa molécule qui est efficace, le glyphosate, qui pénètre dans la sève de la plante pour la détruire. C'est une molécule qui est encore très demandée. J'ai une partie de la clientèle qui vient chercher du Roundup, qui ne vient pas chercher un désherbant, qui vient chercher du Roundup. Ils estiment, parce que c'est un ancien produit, c'était les seuls qui étaient sur le marché, que c'est un produit qui fonctionne mieux.
Un Roundup retiré de la vente, cela pourrait booster les ventes d'autres produits, d'autres techniques, toutes aussi efficaces, comme ces films plastiques qui bloquent les végétaux ou ces paillis, il en existe pour tous les types de sols. Cette jardinerie se dit déjà prête à changer ses habitudes. Je pense qu'il va falloir s'adapter à certaines situations et puis s'adapter aussi à l'utilisation de certains produits qui n'est pas dans notre habitude. Moi, je pense que c'est une chose avant-gardiste, oui, c'est bien. Tout à fait. Et ça va dans notre objectif. Dans cette autre enseigne, ne cherchez pas du Roundup, il n'y en a plus depuis 2008. Un choix pour préserver la santé et l'environnement. À la place, il n'y a que ce désherbant naturel, le seul autre désherbant disponible sur le marché. C'est ce produit qui est un désherbant polyvalent, donc, qui a comme matière active en fait, l'acide pélargonique, qui est donc un produit à base d'essence naturelle qui permet de désherber. Donc c'est un désherbant de contact. Le produit touche la plante et la plante meurt suite au contact de ce produit. Au 1er janvier 2022, la loi devrait interdire la vente et la détention de tous les produits phytosanitaires. Le glyphosate, le principe actif du Roundup, a été classé cancérogène probable par l'Organisation mondiale de la santé. Effacer la fin de saison, tourner la page. Les hockeyeurs grenoblois tenaient une conférence de presse ce matin. L'occasion de présenter une équipe assez largement renouvelée, mais toujours très ambitieuse. Sophie Pellerin, Franck Serroni. Ne cherchez pas Edo Terglav. Le nouvel entraîneur des hockeyeurs grenoblois est en vacances au Canada. Et quand l'entraîneur adjoint québécois se charge de présenter la saison à venir, le cauchemar de la saison passée ne semble pas tout à fait effacé. Une élimination dès le début des phases finales pour une équipe de rêve qui semblait promise au sacre. Un entraîneur limogé après avoir demandé à l'un de ses brûleurs de jouer des points plus que de la crosse. Tourner la page, l'expression revient en boucle. Alors, il n'y a pas que l'entraîneur qui a changé. Avec 10 départs pour 11 arrivées, les brûleurs de loup affichent un nouveau visage. De l'an passé, un élément majeur a quand même été conservé. L'ambition. Il faut vraiment construire une équipe qui va être capable de performer dans les playoffs puis d'aller jusqu'au bout. Oui, le titre, c'est vraiment l'objectif cette année? Oui, c'est le titre comme à chaque année, mais c'est sûr qu'il faut faire oublier peut-être nos 2 dernières saisons dans les playoffs et aller jusqu'au bout. La dernière fois que les brûleurs de loup sont allés jusqu'au bout, c'était en 2009. Comme les images, ça commence à dater. Plus de 200 films, 300 journalistes du monde entier, 7000 spectateurs attendus. C'est parti pour le Festival international du film d'animation. Durant toute la semaine, Annecy devient la capitale mondiale du dessin animé et de la 3D. On retrouve sur place Ingrid Pernet-Duparc et Serge Voirette. C'est parti pour 5 jours d'animation, de création et de rencontres. On en a déjà plein les mirettes de ces images animées, de plus en plus nombreuses, et elles viennent du monde entier. On en reparlera toute la semaine. Alors l'édition 2015 est très riche avec un hommage rendu très spécial, rendu aux femmes. Conférences, rencontres, projections, comme avec ce film réalisé par les élèves de l'école des Gobelins sur la première femme primée au Festival d'Annecy, pionnière de l'animation. Le jury, cette année, est pour la première fois entièrement féminin. À mes côtés, Monique Simard. Monique, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes productrice, scénariste et engagée. Oui. Donc j'ai été productrice parce que maintenant je suis présidente de la Société de développement des entreprises culturelles au Québec, mais j'ai été longtemps à l'Office national du film du Canada, qui est un haut lieu de l'animation dans le monde et qui est grand ami, je dirais, de ce festival qui nous a célébré plusieurs fois. Alors là, vous êtes de l'autre côté de l'écran pour défendre à la fois l'animation et puis la femme aussi, parce que c'est vos deux combats. Hein. Ben oui, dans toute ma vie, j'ai été engagée sur la question des femmes et ça me fait extrêmement plaisir de voir ici que le festival a choisi de nommer que des femmes sur les différents jurys, long métrage, court métrage, et dont je fais partie d'un de ces jurys avec une Autrichienne et une Chilienne. Et partout un peu dans le monde en ce moment. C'était vrai à Cannes il y a quelques semaines, c'était vrai aux Oscars où on pense à relever le fait que les femmes sont un peu sous-représentées dans le monde du cinéma. Il n'y a pas beaucoup de films de réalisatrices. Les rôles qui sont donnés aux femmes, et puis il y a des premiers rôles, à passer un tel âge, il n'y a plus de rôle pour elles. Alors moi, je trouve ça très bien qu'enfin, on souligne cela.
Alors toute la semaine, ce sont les femmes à l'honneur, mais tout de suite, nos coups de cœur. En faisant notre marché, nous avons découvert une drôle de courgette, délicieuse. Après, ils se font des bisous, comme ça, ils sont amoureux. Et puis après, le policier, il l'adopte à la fin. Et puis toi, par exemple, si on te demandait de jouer à un enfant qui n'a plus de parents? Ben, depuis que mes parents sont divorcés, ils s'aiment plus, puis ils ont des problèmes comme ça, et puis je sais pas. Des fois, je suis un petit peu triste à l'intérieur. Ma vie de courgette raconte l'histoire de plusieurs orphelins qui, pour surmonter leur peine, vont s'aider les uns les autres. C'est naïf et réaliste à la fois. Pour certains, ma vie de courgette ressemble à l'univers de Tim Burton, magique et cruel. Demain, l'équipe de la production sera à Annecy pour évoquer l'avancement de la réalisation de leur long métrage. La sortie est prévue en 2016. N'oubliez pas ce soir en ouverture à 21h Le Prophète, inspiré du chef-d'œuvre du poète libanais Khalil Gibran. In your longing for your greater self lies your goodness. Ce film, écrit et réalisé par Roger Allers, est une œuvre d'animation collective très attendue ici à Annecy. Roger Allers, c'est le réalisateur du Roi Lion que nous rencontrerons demain. Rendez-vous donc à 12h pour le 2e épisode du festival. Serge Voret également pour les images et bon festival à vous deux. Pour refermer cette édition, direction à présent la Savoie au-dessus de Pralognan où Sylvie Richen s'apprête à entamer sa 30e saison de gardienne de refuge. Elle est installée au cœur du parc national de la Vanoise et depuis les années 80, la vie au refuge a bien changé, vous allez voir. C'est notre chronique montagne signée ce soir Nathalie Rapuc et Dominique Semet. Tout près du pic de la Vieille Femme, au pied de la calotte glaciaire de la Vanoise, le refuge de la Valette accueille les randonneurs depuis les années 70. Comme tous les ans, c'est le moment du ravitaillement. Plus de 3 tonnes de vivres sont héliportées en même pas une heure. Là, on a 10 charges de victuailles. Donc tous les produits secs, tous les conserves, les boissons, le gaz, tout ce qui pèse lourd. Sylvie est la gardienne des lieux depuis 30 ans. Parmi les personnes qui l'aident aujourd'hui, Nathalie. Les deux amies ont gardé le refuge en 87. Nathalie n'était pas revenue depuis. Tu reconnaissais plus? Je me suis dit, c'est pas comme ça, la cuisine, elle était là, le le dortoir, c'était là-bas. Non, puis là, bon, tu vois bien, hein, c'est grand luxe, là, la cuisine. Hein. Les deux femmes âgées de 23 ans à l'époque se rappellent de toute la logistique mise en place pour vivre à 2600 mètres d'altitude et des moyens de communication. On est parti de la Sibie et aujourd'hui, on a Internet avec le monde entier, quoi. On a les réservations de Nouvelle-Zélande, de Canada. Elle était reliée à une batterie de voiture. Donc en fait, c'est toi, Sylvie, te rappelles, c'est toi qui l'avais monté, la grosse batterie de voiture qui pesait une tonne. Depuis, la vie au refuge s'est modernisée avec les douches, une cuisine équipée, des panneaux solaires et même l'aspirateur. On faisait tous les matelas à la brosse, etc. Alors maintenant, ça a été vraiment... Là, on passait le balai, il y avait plein de poussière. Ça, j'ai vraiment apprécié l'arrivée de l'aspirateur au refuge. Un confort qui attire un public plus diversifié avec plus de 2000 nuitées par saison. Tous les 2 ans, la sécurité des installations est vérifiée, tout comme dans la vallée. On a le frigo à gaz aussi. Okay. T'as le chauffe-eau qui est là. Enfin, le cumulus. Pour Sylvie et sa famille, le refuge représente tout un pan de leur vie avec des souvenirs plein la tête. Quand je m'étais fait pousser par la meneuse, donc c'était un mouton qu'il y avait avant ici, je m'étais fait pousser dans le lac par elle et j'étais tombée dans le lac. Et puis aussi, tu peux dire que tu étais tombée de l'éolienne, que ton père avait dû te descendre dans les bras pour aller à l'hôpital. Sylvie accueille les randonneurs au cœur du parc de la Vanoise jusqu'au 19 septembre. 900 réservations sont déjà prises pour cet été.
Avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'un des principaux titres que nous avons développé, cette alerte Ebola à la gare de Grenoble. Un périmètre de sécurité a été installé la nuit dernière à la gare. Un homme qui présentait les principaux symptômes du virus a été hospitalisé au CHU avant d'être transféré à Lyon. On a appris durant ce journal que selon les premières analyses effectuées, le patient ne serait finalement pas infecté par le virus Ebola. Les tests se sont en effet révélés négatifs. Voilà pour l'info, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, votre édition nationale présentée par Carole Gessler. Demain, pour l'info régionale, vous retrouverez Pauline Allo à midi et Daniel Despens pour le 19-20. Très belle soirée sur la 3 et à très bientôt.